Welcome to Business Public. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Business Public. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Didier Ars, donc, qui est directeur général des services de Morbihan Énergie. Est-ce que je ne me trompe pas, Didier ? Non, Jean-Baptiste, tu ne te trompes pas. Très bien, je ne veux pas écorcher le titre. Ni le nom. Ni le nom, voilà. Donc aujourd'hui, voilà. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté de venir discuter avec moi dans Business Public. Donc, je vais te laisser te présenter un peu ton parcours aussi. D'accord. Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir aussi qu'est-ce qui a amené là où on en est aujourd'hui et d'avoir ce rôle important au service de collectivité. Est-ce que c'est une envie depuis tout petit d'être un public servant, comme on dit chez nos amis américains, et voilà, donc de comprendre un peu le parcours et des choix que tu as pu faire qui t'ont amené aujourd'hui chez Morbihan Énergie. Ça marche, avec plaisir, Jean-Baptiste. Et merci aussi de m'accueillir, parce que ça a un grand plaisir de pouvoir répondre à tes questions. Donc déjà, moi, Didier Ars, je suis ingénieur de formation, et je dirais que la fonction publique, non, c'est pas pour la fonction publique, c'est par contre pour les valeurs sans doute qu'elle véhicule, mais ça c'est venu au gré du temps. Et le point de départ, c'est plutôt lié au métier que tu peux y exercer, et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, notamment sur tout le volet innovation, sur finalement le fait que, notamment dans les métiers qu'on exerce, on peut améliorer finalement la qualité de vie des habitants des villes, parce que d'une manière indirecte, c'est ça. Alors bien sûr, c'est au service des élus, mais ça c'est une évidence. C'est le principe même de la fonction publique territoriale, et l'élu, lui, il est bien sûr au service de son citoyen. Et j'allais dire, la chaîne va bien. La chaîne va bien, voilà. Exactement. Ok, super. Donc, le but de Business Public, c'est d'essayer de comprendre les interactions entre les collectivités et les pouvoirs publics et les sociétés privées, et surtout comment l'innovation naît dans les collectivités. Donc, la première question, c'est de savoir, selon ton expérience, l'innovation, elle vient d'où ? Est-ce qu'on est dans les différentes villes avec lesquelles tu travailles et qui sont adhérentes de Morbihan Énergie ? Est-ce qu'il y a c'est des demandes qui viennent de la part des résidents, de dire on aimerait bien mettre en place ceci, cela ? Est-ce que c'est l'élu qui a une vision très claire de là où il veut aller, et il y a besoin effectivement de mettre des innovations en place ? Est-ce que c'est des sollicitations d'entreprises privées qui viennent te voir et qui te disent tiens, j'ai un truc super, et vous y réfléchissez ? Ça serait quoi ? Est-ce que c'est peut-être un mix de tout ça d'ailleurs, mais comment tu vois les choses ? La réponse est forcément un mix de tout ça. Merci Didier, très bonne journée. Je vais quand même un petit peu approfondir. Ouais. Et donc non, c'est un mix de tout ça, et je pense que c'est aussi l'évolution de nos territoires. Et puis je pense qu'on a la chance d'être dans un département dynamique, qui est le Morbihan, avec une ultra forte attractivité. Et cette ultra forte attractivité, elle l'oblige aussi à s'interroger sur on va dire, l'usage de ma ville et finalement sur les attentes que peuvent avoir les citoyens. Alors, c'est pour ça que je dis un peu tout ça, parce que finalement, il y a une part d'échange qu'on peut avoir, comme on l'a eu ensemble notamment. Ça peut être aussi finalement des échanges par des maires qui nous connaissent, parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, Morbihan Énergie, c'est d'abord la construction du réseau électrique et donc l'aménagement des réseaux au service des communes et donc du citoyen, puisque c'est pareil. Un réseau de qualité en tout point du territoire, c'est ça aussi la force des syndicats d'énergie. Et donc la relation de confiance, elle existe. Oui. Donc le jour où le maire a une interrogation, notamment sur un aménagement urbain, c'est aussi notre rôle, et c'est ça qui fait aussi le fun dans le métier, c'est de lui proposer finalement des solutions techniques qui vont finalement répondre à ses besoins en termes d'usage. Et nous, notre rôle, Morbihan Énergie, mais un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver dans les autres syndicats d'énergie, c'est en tant que constructeur aménageur de réseau au départ, c'est finalement d'apporter des solutions clés en main qui répondent non pas à des problématiques techniques, parce que le maire, lui, il a plutôt une problématique de faire en sorte que son territoire est attractif, que ses administrés sont ravis, qu'en fait, ils ne sont pas coincés en centre-ville à ne pas trouver une place, par exemple, mais on va sûrement y revenir aussi, et qui finalement, en fait, rendent la vie agréable. Et donc, nous, notre rôle, c'est finalement, quand on fait des travaux chez eux, c'est aussi d'intégrer tous ces paramètres et puis de lui dire, vous inquiétez pas, monsieur le maire, on a des solutions en catalogue et on va vous les décliner. Et puis vous, ce que vous verrez, c'est le résultat. Et nous, en fait, on fera en sorte que les solutions qu'on déploie chez vous sont
sont des solutions au meilleur coût, que ce soit en investissement et aussi en charge de fonctionnement, et que finalement, elles ne grèvent pas le budget de la collectivité. Et que ça fonctionne. Et que ça fonctionne, et que nous, on assure en effet, comme tu le dis, la partie maintenance, exploitation, gestion, et que les solutions techniques qu'on déploie soient les plus interopérables possibles, et que finalement, elles se répliquent, elles se dupliquent. Et si je prends le Morbihan, j'ai des communes qui font 200 habitants, même, voilà, pas moins quand même, mais allez, peut-être un peu, mais peu importe, on va dire de 200 à plus de 50 000 habitants, mais en fait, finalement, en tout point du territoire, il y a des problématiques de fréquentation, de flux, surtout quand on est dans un département touristique comme le nôtre. Donc toi, tu fais l'interface, la traduction, on va dire, entre un besoin qui n'est pas du tout exprimé de façon technique. Non. C'est j'ai besoin de quelque chose de très concret. Exactement. Et dire comment j'arrive à faire ça, comme je dis, dans des conditions économiques, techniques, etc., qui fonctionnent bien. Donc l'innovation, elle vient avec du très concret. Exactement. On ne vient pas te voir en te disant je veux de l'IA. Je dis un truc comme ça, je veux de l'IA dans ma ville. Tu vois, c'est pas des choses comme ça. Et si moi, à l'inverse, j'arrivais avec ce message-là, je pense que je serais hors sol. Ouais. Pour autant, c'est pas pour ça que je n'en fais pas, mais à la limite, l'objectif, il n'est pas là, en fait. Il est finalement de répondre à une problématique de surfréquentation, de porter à connaissance de l'information. Mais pour y parvenir, bien évidemment, il faut que je déploie des capteurs, il faut que je déploie des outils qui permettent de remonter l'information, il faut que les API soient au rendez-vous et que je sois le plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus pérenne, et puis le moins contraint sur la durée, en fait. Ouais. Et l'évolution des structures comme les nôtres, moi j'ai souvent tendance à tenir ces propos-là, c'est qu'on est vraiment passé d'une logique de maître d'ouvrage de travaux. On construisait des ouvrages et finalement on s'en allait d'une manière indirecte, même si des fois on assurait la maintenance des ouvrages, à avoir une approche qui est beaucoup plus, on va dire, visible et présente depuis de nombreuses années dans le monde industriel et de l'entreprise. C'est finalement, je vends du service. Ouais. Alors ça ne se traduit pas de cette manière-là, parce qu'on est sur des montages, bien évidemment, qui sont dans le respect des codes des marchés publics, mais il n'empêche qu'en termes de résultats vus de l'administré ou du maire, c'est bien une offre packagée, qui peut d'ailleurs aller des fois, parce qu'on parle d'innovation, mais des fois elle peut être financière aussi, puisque finalement on peut aller chercher un modèle financier qui va finalement faciliter le passage à l'acte pour l'élu en termes d'investissement. Donc l'innovation, donc là tu fais la traduction de cas d'usage qu'on vient te soumettre. Une fois que vous avez une idée un peu générale de comment vous allez faire, l'étape d'après, c'est comment on traduit ça en budget. Donc la question, c'est de se dire, donc un élu, par exemple, vient te voir en disant voilà, j'ai un sujet de je ne sais pas combien, ce site touristique, comment il est fréquenté, j'ai l'impression que je pourrais peut-être mettre un nouveau resto, des nouveaux aménagements, etc. Donc j'ai besoin de ça. Vous lui fournissez une solution, disant, tu pourrais faire ceci, cela. Comment ça marche ensuite le cycle de budget ? Parce que une des choses qui est récurrente quand on parle de relations entre les boîtes privées et les collectivités, c'est une espèce d'incompréhension ou de flou autour du budget, des cycles de budget, comment c'est décidé, à quelle fréquence, etc. Et parfois, ça a l'air décourageant pour une boîte privée de se dire « Oh là, je vais pas me lancer là-dedans parce que sinon je suis parti pour 2 ans ». Et moi, mon expérience, c'est que c'est pas le cas. C'est qu'il y a quand même beaucoup de façons de faire qui permettent d'être réactif, beaucoup plus réactif que ce qu'on peut imaginer, ou dans l'imaginaire collectif en tout cas, où on a cette espèce de lenteur, qui, encore une fois, moi je suis assez convaincu que c'est pas vrai. Et qui est peut-être vrai avant, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est quoi l'étape d'après du coup, et comment tu vois, toi, ce cycle de budget et cette vélocité, on va dire, dans les projets qui peuvent être menés? Alors oui, je pense que tu as raison quand tu parles de vélocité, parce que je pense que c'est ça. En fait, aujourd'hui, nous, en fait, notre particularité, et je pense qui fait notre force, je le disais tout à l'heure, c'est d'être en capacité de proposer une offre packagée qui va finalement être rassurante pour le client final qu'est le maire, puisque en quelque sorte, c'est mon adhérent, mais c'est un peu en quelque sorte mon client final. Et finalement, à moi de faire en sorte finalement de le rassurer sur la solution technique, sur les coûts, parce qu'aujourd'hui, on sait que ce qui peut être bloquant pour un élu, c'est de signer finalement, ou en tout cas de vouloir s'engager dans un projet sans maîtriser le coût final. Et après, bien évidemment, pour répondre à ta question, je parlerai pour nous, Morbihan Énergie. Donc en fait, si je me mets sur les deux axes, déjà, d'un point de vue du maire, déjà, nous, on a un fonctionnement, évidemment. Le premier, c'est que le maire me donne un droit à agir. C'est les règles du fonctionnement des collectivités. J'ai un droit à agir. Alors, soit il est statutaire, soit voilà. En tout cas, j'ai un cadre juridique qui me permet d'intervenir en commune.
Ensuite, on a un système de fonctionnement, alors sans doute que d'autres l'ont, mais nous, les élus du Morbihan, on souhaitait vraiment avoir ce système-là. C'est qu'il y a une forme de tapage de main. De toute façon, le maire, c'est un membre de Morbihan Énergie. Donc, en clair, il me donne un projet. Moi, je vais lui évaluer son coût de projet. Alors, évidemment, plutôt, on va dire, de manière assez large. Une grosse maille, quoi. Ouais, voilà, pour être resté, en fait, finalement. Mais je vais m'engager d'une manière indirecte, presque sur ce montant maximum. Et donc, je vais lui dire, monsieur le maire, votre projet, par les retours d'expérience qu'on peut avoir, votre projet, bon an, mal an, si vous respectez des critères de base que j'ai définis avec vous au départ et que vous ne me demandez pas d'en faire 10 fois plus, voilà l'enveloppe. J'en prends quasi un engagement en disant, moi, voilà l'épure du projet, et en tout cas, les maires nous connaissent comme tels. Et donc, du coup, ça veut dire que déjà, côté mairie, je sais où je mets les pieds, je sais où je vais. Quand on est sur de l'innovation, comme on a pu le travailler ensemble, on peut même décider, comme on est sur des objets, puisqu'il faut déployer des objets pour forcément mettre en place des scénarios, on peut même aller jusqu'à se dire, on est sur de l'innovation, on a besoin de rassurer, en fait. Et si on a besoin de rassurer, nous, on peut porter l'investissement et quitte à demander un fonds de concours de la collectivité. Mais ça reste très marginal, mais c'est plus pour souvent une phase d'amorçage, parce que bien évidemment, maintenant, pour que moi, je puisse dire à un maire, ça va coûter au maximum de temps, il faut que j'ai aussi une connaissance de la valeur de l'opération. Et donc, on a souvent un travail de fait. Alors, ça peut passer même, dans certaines situations, par des appels à manifestation auprès de nos membres, ou par un courrier, ou par une information, ou des échanges dans le cadre de réunions qu'on peut avoir avec le président, notamment en commune. On en avait encore une hier avec M. Lenay. Et en fait, on est... Là, on va porter à connaissance des territoires, en fait, que nous, c'est un sujet sur lequel quelques maires nous ont questionné, et que nous, on aimerait bien aussi apprendre, en fait. Et donc, du coup, on a tendance, mais je pense que tu as vu un peu notre mode de fonctionnement, la manière de fonctionner chez nous, c'est on fait quelques opérations, on se casse parfois un petit peu les dents, ou en tout cas, on apprend, en fait, aussi avec la commune, avec l'ensemble des protagonistes, installateurs, fournisseurs, etc. Et finalement, on fait un retour d'expérience. Et de ce retour d'expérience, derrière, ça nous permet de passer à l'échelle industrielle et du coup, de se lancer dans une démarche beaucoup plus globale et finalement de rentrer en offre catalogue, si je peux utiliser ces termes-là, le projet. Donc derrière, ça passe par évidemment la structuration de l'achat, des crédits au budget de manière départementale et après, le cas échéant, en fonction de la stratégie décidée avec les élus, des subventions qu'on peut apporter aussi sur les projets ou si on est vraiment sur de l'innovation, comme on a pu l'être avec les programmes territoires d'innovation, et là, en fait, on a du financement État et du coup, on vient dérouler finalement un nouveau modèle d'organisation et de déploiement. Et là, bien évidemment, on le fait avec l'appui fort de partenaires financiers comme a pu être l'État sur le territoire d'innovation. C'est intéressant ce que tu dis sur les appels à manifestation d'intérêt parce que nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a, quand on parle d'innovation, il y a certaines villes, justement, peut-être des petites villes, qui se sentent, pas exclues, mais où ils se disent non mais c'est pas pour moi, ça c'est pour les grandes villes, je peux pas bénéficier de tel ou tel service, qui s'auto-censurent, tu vois, sur ce sujet un peu innovation et le fait justement d'avoir des appels à manifestation d'intérêt, ça veut aussi dire si je vous contacte, c'est que vous pouvez le faire, c'est que on sait que vous pouvez le faire, et ce côté auto-censure, on l'a vu nous assez fréquemment au final de dire c'est pas pour nous quoi. Et souvent, après, quand on explique, quand on montre que les budgets, c'est pas des trucs complètement délirants, on arrive à se dire « Ah ouais, ok, c'est intéressant », et ça débloque la conversation, et après, on peut dérouler, où ils vont nous expliquer tous les problèmes qu'il peut avoir. Comment vous, chez Morbihan Énergie, vous traitez ça ? Parce que tu m'as parlé de relation de confiance, donc j'imagine que maintenant, vous avez cette relation qui permet Tout à fait. Aux villes de dire je vais lui demander et puis on me prendra pas pour un idiot, tu vois, en me disant genre hey, oh, t'es gentil mais avec tes 200 habitants tu repasseras quand tu seras à 2000. Comment vous gérez ça ? Est-ce que c'est de la communication ? Est-ce que c'est comment ? C'est plusieurs choses. Déjà, c'est dans notre ADN d'aider les communes, puisqu'en fait il n'y a pas une commune dans le Morbihan, on n'est pas intervenu pour raccorder une maison, raccorder une entreprise, enfouir des réseaux électriques dans le bourg ou remplacer des luminaires ou poser en urgence un luminaire dans un village parce qu'il y a des problématiques de sécurité liées à un arrêt de bus. Donc, en clair, la relation de confiance, elle est là. Et finalement, l'accès, comme d'une manière indirecte, l'accès en fait aux travaux et à des projets qui peuvent des fois nécessiter une expertise technique que toutes les communes n'ont pas. Et en fait, c'est finalement notre force et c'est un peu notre ADN, comme je l'ai dit à l'instant, parce que c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc, ça veut dire que déjà, ce socle, il existe. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne doit pas non plus le trahir. Donc, c'est important de ne pas se tromper.
de pas vendre des choses qui ne sont pas réalisables et en tout cas qui auraient notamment des coûts de fonctionnement qui grèveraient le budget communal sur la durée parce que finalement on aurait mal fait notre travail. Mais aujourd'hui, on a bien cette relation de confiance qui a été construite parce que Morbihan Énergie existe depuis plus de 50 ans. Et donc, on est bien déjà une structure intercommunale qui regroupe toutes les communes du Morbihan, mais depuis plus de 50 ans. Et notre point de départ, notre socle de compétences, comme j'ai dit, c'est la mutualisation sur le réseau électrique. Donc, aujourd'hui, la relation, elle est là. La relation de confiance, elle est là. En plus, je pense qu'on peut dire que les communes nous identifient bien comme un acteur, en fait, finalement, d'un socle de compétences historiques qui est bien assise, qui fonctionne bien et qui répond globalement à la demande, puisque en termes de travaux, c'est quand même plus de 40 millions d'euros par an. Et c'est de l'ingénierie déjà. Donc du coup, derrière, en fait, finalement, le fait pour un maire de savoir est-ce que j'ai accès ou pas, il a accès, en fait. Il sait qu'il a accès. Par contre, nous, aujourd'hui, on passe toujours, notamment si on est sur de la véritable innovation, et l'innovation, comme je dis, elle peut être multiple, elle est technique, mais elle est aussi juridique, administrative et financière. Et en fait, cette innovation, on va aller la tester dans quelques communes. Alors aujourd'hui, c'est logique, on est vraiment dans une approche de la proposer à tous. Et souvent, on est surpris. Quand tu parles de petites communes, c'est souvent l'appétence d'un élu, d'un collègue DST ou DGS qui fait que la commune va dire « moi, je... » Qui lève la main. Et ce qu'on commence à développer, c'est notamment des ateliers en commune où en fait, on va aller, non pas nous témoigner, mais on va faire témoigner, comme on l'avait fait, notamment sur 2 communes à l'été, en juin, là, où on avait été sur Pluneret et comment dire, Plérin, où en fait, c'est le maire qui, justement, présentait, et sur Pluneret, c'était un adjoint et le collègue DST qui présentait finalement les fonctionnalités, je dis bien les fonctionnalités associées aux produits qu'on avait déployés chez lui, et avec les points positifs, les points négatifs, et on n'était pas sur, on va dire, une démarche strictement commerciale où on était sur la perfection. On fait comme ça, on était vraiment sur un retour d'expérience terrain, et l'objectif, c'est que derrière, par ces premiers projets qui font école, où des fois on recadre, on remet les choses, et ben on va finalement faire des références, et de ces références permettre d'industrialiser. Alors, donc là maintenant, l'innovation, donc on a à peu près compris d'où elle venait, on sait comment on la finance. Tu disais aussi, c'est intéressant aussi de dire qu'il y a de l'innovation sur le financement, parce que c'est aussi des choses qu'on voit. Il y a des idées assez préconçues parfois sur justement CAPEX, OPEX, etc. Alors qu'il y a des façons de faire, il y a des guichets aussi européens, etc. qui permettent de pouvoir aussi déposer des projets quand on est lié à l'innovation. Donc je pense que ce rôle-là, il est presque aussi important que le reste, que la partie technique. Donc on connaît l'innovation, on sait comment on la finance. Maintenant, c'est qui l'a fait. C'est-à-dire comment aujourd'hui tu vas, toi, sourcer les boîtes avec qui tu vas travailler. C'est quoi tes critères ? C'est des gens, est-ce que c'est des gens avec qui tu travailles depuis longtemps ? Comment ça marche avec l'innovation où, a priori, tu as des boîtes plutôt plus récentes ou plus jeunes où il n'y a pas de relation ? Comment tu fais ce tri ? Alors, le tri, avant de faire le tri, déjà, comment tu les trouves ? Et comment tu décides avec laquelle tu as envie de travailler. Alors, les trouver, je pense que c'est plusieurs axes. Déjà, c'est de se faire identifier en fait, comme étant un acteur qui travaille sur ces sujets d'innovation. Donc, ça peut être des participations à des colloques, des interventions, un travail qu'on peut notamment mener avec la FNCCR, qui est le regroupement de l'ensemble des syndicats d'énergie de France, pour la faire court, mais on peut le résumer de la sorte. C'est des interventions, c'est de l'adhésion à des associations, c'est de l'adhésion à, comme je disais, alors j'ai parlé d'intervention, pardon. On est finalement, c'est de faire connaître. Donc déjà, ça veut dire que là, en se faisant connaître, ça peut être aussi c'est à ça que je pensais que j'ai pas cité, ça peut être des propositions de rédaction d'articles, Smart City Magazine, etc., où on vient finalement faire porter à connaissance le fait que nous, on a sur ces sujets. Et donc, du coup, ça veut dire que là, premier levier, ça veut dire que d'une manière indirecte, on se fait identifier par des fournisseurs potentiels. Et donc, on vient vers nous. Première chose. Deuxième chose, tout à l'heure, je parlais du programme Territoire d'innovation, où derrière le programme Territoire d'innovation, c'est exactement ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est vraiment d'accompagner l'innovation dans les territoires, notamment pour capitaliser de la donnée, identifier des nouveaux usages. Enfin, je la fais très court parce que voilà, mais c'est
la Smart City au service de tous à des prix adaptés à tous. Et que la commune fasse 300 habitants ou 50 000 habitants. Et ça peut être même petit, 50 000 habitants. Ouais. Et donc, du coup, tout ça, ça a aussi mis, en fait, finalement, des coups de projecteur sur l'action qu'on menait, où on était bien dans une numérisation de nos actions. Et pour numériser nos actions, on retrouve toute cette logique qu'on a déployée, qu'on a présentée tous les deux. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est finalement, on est de plus en plus connu, identifié comme tel. Et la FNCCR y œuvre aussi pour que finalement, l'ensemble des acteurs puissent nous identifier, les syndicats d'énergie. Et donc, c'est là qu'on commence généralement à participer à moins à plus de transversalité, je vais être positif, entre le secteur privé, le secteur des startups, des jeunes entreprises et finalement des structures comme les nôtres qui sont pas les structures vers lesquelles vous iriez naturellement, vous irez plutôt vers les métropoles, etc. Donc ça, je pense que ça y participe. Deuxième chose, notamment à l'échelle régionale, et ça s'est vu surtout sur le domaine de l'énergie, on fait partie des membres fondateurs de l'association Smile, qui notamment permettait d'être un... C'est pas que ça, mais d'être un laboratoire de mise en relation des acteurs privés qui travaillent sur le monde de l'énergie, mais justement tout ce qui est flexibilité, gestion énergétique, etc. Et les collectivités. Donc ça, c'est pareil, ça y participait. Et puis, je pense que c'est pareil, les collaborateurs, notre DSI, David, d'autres collègues, en fait, on rayonne, on réseaute aussi, entre guillemets. Et donc, du coup, tout ça y participe. Et puis, de fil en aiguille, on y arrive. Et puis, peut-être un dernier volet que j'ai peu cité, parce que on cherche de plus en plus aussi à le renforcer, c'est nos installateurs, en fait. Alors, souvent, les installateurs sur le réseau électrique sont aussi des prescripteurs en termes de Smart City, mais peut-être à des échelles souvent un peu plus larges. Et là, en fait, ils peuvent participer à la mise en relation. Mais c'est vrai que c'est sans doute quelque chose de pas complètement structuré aujourd'hui à date, mais qui fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, on est, je crois, l'un devant l'autre aujourd'hui. Donc, c'est que je ne sais même pas, d'ailleurs, en t'écoutant, je ne sais même pas comment... j'y pensais aussi. Voilà, et je ne sais même pas. Non. Donc, c'est que finalement, ça s'est fait, mais sans qu'on sache comment. Mais globalement, tu dirais quand même que c'est donc dans le sens entreprise privée qui viennent vous voir. Pour l'instant, oui. Parce que vous faites le travail nécessaire pour être identifié sur les thèmes où vous avez des travaux, des besoins, des projets, etc. Oui. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Oui. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'encore une fois, le podcast, on l'a lancé aussi pour ça, parce que je suis souvent contacté par d'autres boîtes qui me disent « Ah, mais comment vous travaillez avec les villes, etc. » Et où il y en a pas mal qui imaginent que le téléphone va sonner, quoi. Et je pense qu'il sonnera pas beaucoup. Pas, parce que c'est pas dans les habitudes, en tout cas, de dire si j'ai un besoin, je tape sur Internet, je trouve les 6 boîtes qui font ce truc-là et je les appelle. Et où donc le réseau et le fait d'aller vers les collectivités où on pense qu'elles ont un besoin, etc., c'est indispensable. Et puis tout ce travail de sourcing qui est prévu par le Code des marchés publics, finalement, il est hyper important parce que lorsqu'on lance une consultation, on pourrait rapidement se trouver sans réponse, parce que finalement, on est bien à chaque fois avec cette double approche. Et je me souviens d'un maire qui me disait qu'il souhaitait gérer ses parkings, mais en fait, c'est pas ça qu'il souhaitait. C'était faire en sorte que quand ses parkings sont saturés, les gens ne viennent pas chez lui, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, on est bien sur l'identification du besoin, et c'est tout ce travail d'ailleurs qui est presque le plus complexe. Parce qu'après, les solutions techniques, si on fait un bon sourcing, si on arrive à avoir un relais auprès des acteurs qui ont déjà travaillé sur le sujet, et comme je dis, c'est aussi l'intérêt d'échanger. Tout à l'heure, je parlais des territoires d'innovation, il y a d'autres territoires, il y a des métropoles, et régulièrement, la Banque des territoires, qui est l'opérateur de l'État sur le projet, met en relation l'ensemble des gens qui ont été lauréats de cet appel, de ce programme national. Et finalement, c'est là aussi qu'on découvre, et que finalement... on enrichit notre sourcing. Donc là, maintenant, on a trouvé... Donc, tu as un réseau d'entreprises qui t'ont contacté, ou vous avez en tête de savoir que sur tel sujet, vous avez 3-4 boîtes, sur d'autres sujets, vous en avez 2-3, etc. Donc, la question d'après, c'est comment on achète. Donc ça, c'est le grand sujet qui fait peur à tout le monde aussi. C'est de dire, oh là là, ville, appel d'offres. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait, pas 1000, mais beaucoup de façons de pouvoir acheter des solutions, innovantes ou pas d'ailleurs, mais des services, etc.,
qu'il y en a qui sont plus ou moins bien, qu'il y en a qui sont plus ou moins sécurisés pour les collectivités, qui sont plus ou moins sécurisés aussi pour les boîtes qui sont achetées de cette façon-là. Donc, c'est quoi la doctrine, on va dire, de ta doctrine sur l'achat public, et aussi ton avis sur tout ce qui est autour de l'achat public, catalogue, etc. Votre vision chez Morbihan Énergie sur ça. En fait, ça va peut-être pas répondre à ta question parce que tous les champs des possibles, c'est le meilleur achat qui doit l'emporter, en fait, la meilleure manière de travailler. Sur certains équipements, et d'ailleurs nos marchés sont prévus comme tels, ça peut être l'installateur qui prescrit et qui fournit. Mais quand on est sur des équipements où on sait que finalement on achète l'équipement, mais on est aussi... on achète aussi l'analyse qui va être faite, notamment par la mesure qui peut être faite par un capteur. Et finalement, on a des fois intérêt à être en relation contractuelle directe. Et là, dans ces cas-là, moi, je dis aujourd'hui, et de toute façon, les règles de la commande publique sont très claires là-dessus, c'est qu'il vaut mieux lancer une procédure ultra formalisée et finalement se donner un cadre, on va dire normé, je ne sais pas le terme, mais peu importe, un cadre normé qui permet d'avoir, on va dire, une assise juridique d'intervention, et puis qui permet finalement de s'inscrire, on va dire, sur la durée et d'avoir défini les éléments du cahier des charges. Donc c'est pour ça que moi je crois beaucoup au sourcing initial, qui permet d'identifier des acteurs, surtout si on n'est pas identifié par les fournisseurs éventuels de ces solutions techniques, parce qu'autrement le risque c'est de ne pas avoir de réponse, ou de n'en avoir qu'une, mais qui ne correspondra pas aux besoins. On peut dire dans ces cas-là qu'on aurait mal défini notre besoin, mais il n'empêche que le sourcing, là, je trouve qu'il a vraiment tout son intérêt et sa force. Mais par contre, il ne faut pas non plus s'interdire, et c'est ce qu'on a fait ensemble d'ailleurs, de pouvoir lancer un achat direct, parce que je pense que là, du coup, si on est en achat direct, ce n'est plus que l'installateur qui prescrit, c'est bien nous, le client, qui prescrit, et on définit notre cahier des charges, et on est bien... dans une approche, on va dire, claire au niveau de l'écriture de notre cahier des clauses techniques spécifiques, particulières. Donc, moi, je dirais, il n'y a pas de solution unique. On achète selon le meilleur modèle. Par contre, nous, et je sais que tu le sais bien, nous, on aime bien comprendre. Et quand on est en relation directe client-fournisseur, entre guillemets, même si fournisseur, c'est pas qu'un produit, parce que comme dit, il y a du service aussi derrière, donc ça va bien plus loin qu'un fournisseur d'équipement. Et je veux dire, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et inversement. Et inversement, je te vois, pour l'entreprise privée aussi, le fait d'être en contact direct avec le sujet et de ne pas avoir de filtre entre la réalité. Tu vois, tu parlais de la définition du cas d'usage. Souvent, c'est des discussions qui doivent être sportives pour sortir du, comme tu disais, je veux gérer mes parkings, à j'ai besoin spécifiquement de ça. Et si ça, c'est entravé par des chaînes de mails interminables, on n'arrivera jamais à l'avoir. Et je trouve que c'est important, et c'est bien pour les entreprises qui travaillent innovantes, d'être en contact direct avec celui qui va vraiment l'utiliser ou qui a le vrai besoin. Parce que c'est très difficile, et tu l'as dit, de définir ce besoin-là. Il y a beaucoup de finesse parfois à essayer de trouver. Et s'il y a trop de monde autour de la table, on n'arrivera pas à l'avoir, à sortir la valeur. Et puis, si on veut être aussi... d'un point de vue strictement contractuel, finalement, de fait d'avoir la relation directe, ça veut dire que c'est nous qui imposons aussi dans notre cahier des charges les critères, notamment de garantie, de maintenance, de maintenance non, mais de garantie, de maintien en état. Et en fait, finalement, on est bien dans un cadre qui est fixé entre le client et le fournisseur, et ce n'est pas l'installateur qui va jouer le rôle d'intermédiaire et qui, en fonction des situations, peut jouer plus ou moins bien. Ou surtout l'intérêt direct du client, ou moins. Exactement. Ok, donc effectivement, là maintenant, on sait donc l'innovation, on sait comment on budgète, comment on trouve la bonne méthode pour acheter, comment on a sourcé les entreprises. Donc maintenant, on a tout ça, on y va. Le dernier point, c'est le déploiement des solutions-là. Et surtout, comment on suit. La question, je la pose parce qu'on a une expérience sur les fameux POC, où il y a, pour toutes les technos, et je ne parle pas que Smartity, je parle pour tout, je veux dire, cette fameuse, on fait un test, ce que je comprends complètement, on fait un test, sauf que le test, il est parfois pas défini dans le temps,
la personne qui a commencé le projet, c'est pas dit que ça soit celle qui soit encore là quand il faudra juger si le POC est réussi ou pas. Et la même chose pour des projets de plus grande ampleur. Donc, la question du suivi, pour moi, elle est primordiale. Et surtout, comment on décide qu'un projet est un succès ? Comment on définit... Je trouve qu'en France, on a moins ce sujet de ROI par projet. Parfois, on peut être très content alors que le ROI n'est pas clair, etc. Donc, comment on définit ce ROI ? Est-ce que vous le faites avant ? Est-ce que c'est au fil de l'eau et on arrive à la fin et on se dit finalement ça a réussi pour telle ou telle raison ? Comment on définit... je pense que c'est plus ça la question, c'est comment on définit qu'un projet est un succès ? Ouais. Et la question n'est pas si simple que ça, parce qu'elle englobe pas mal de sujets. Donc, Oui, c'est tout sauf simple, même comme C'est je pense qu'il y a deux choses déjà. C'est que déjà, la difficulté qu'on a, puisque finalement, on est sur une amélioration de service. Et donc, du coup, et ça, on ne l'a pas encore fait, pour être très clair, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas simple, ça va être de mesurer la performance et finalement, mesurer le gain. Parce qu'en fait, derrière, tout à l'heure, on parlait d'ingénierie financière, et donc la difficulté, notamment quand on parle de Smart City, ça va être de mesurer le gain. Ça peut être la tranquillité publique dans l'espace urbain, parce que finalement, on a fait comprendre aux gens que le parking était saturé. Enfin, voilà. Donc du coup, ça, aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait. Donc ça sera un travail à mener. Et donc du coup, la mesure, finalement, des gains pour le territoire, qu'ils soient économiques, cadre de vie, etc. Donc ça, c'est pas le plus simple, mais ça va être sans doute une partie aussi intéressante. Et là, il y aura sans doute aussi de l'innovation à mesurer, parce que ça veut dire que si on veut mesurer la performance, ça veut dire qu'on définit nos critères en amont. Et donc, du coup, d'une manière indirecte, on doit pouvoir après aussi mesurer si ce qu'on avait prévu est au rendez-vous. Donc aujourd'hui, pour être totalement transparent, on est plutôt sur une volonté d'améliorer les choses et en fait d'améliorer le cadre de vie, mais ça reste assez soft, et surtout qu'on est dans une logique de pénétration dans les territoires, et donc finalement de faire des exemples et de faire en sorte que, quand tu parlais du POC, en fait, de faire en sorte que finalement nos premiers résultats positifs, nos meilleurs ambassadeurs, ce soit finalement les communes dans lesquelles on les a déployés. Ça marche plutôt bien, mais il nous faut encore accélérer les choses. On a le cadre contractuel, on y revient à la question que tu avais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, en fait, le vrai enjeu, c'est maintenant qu'on ait 50, 60, 70 réalisations, puisque comme tu le sais, et comme on a d'ailleurs le dire, c'est que nous, notre rayon d'intervention, c'est l'ensemble du Morbihan. On a les installateurs, on a la partie et les équipements, on les a. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'à mettre ce scénario en musique. Donc ça, c'est une chose. La durée de vie, en fait. Comment je mesure la performance ? Tout à l'heure, je parlais de cette logique de constructeur à offreur de solutions. Et c'est ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, nous, on a d'ailleurs, puisque derrière tous ces objets connectés, derrière toute cette Smart City, il y a de la donnée, bien évidemment. Et derrière toute cette donnée, il y a qui en est le propriétaire. Alors moi, on pourrait se dire, je suis propriétaire du capteur, je suis propriétaire de la donnée. Et là, on vient d'écrire à l'ensemble de nos communes, puisque même si certains capteurs, on en conserve la propriété, le choix qui a été fait avec les élus, ça a été de dire que la donnée, elle est propriété de la commune. Même si c'est moi qui suis propriétaire de l'équipement, c'est une donnée communale, parce que finalement, celui qui la génère, c'est bien l'usager de la ville, et c'est bien une valeur qui n'est pas forcément financière, mais une valeur tout court, qui est locale. Et donc, c'est aussi une manière de faire que les élus s'approprient cette donnée, parce que derrière tout ça, c'est aussi que les élus vraiment prennent conscience, ceux qui ne l'ont pas encore pris, bien sûr, prennent conscience de la valeur des données. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a écrit ? C'est qu'aujourd'hui, nous, la première partie, la phase d'amorçage, on supporte les charges de fonctionnement. Et par contre, on leur a dit clairement que dans le temps, on va venir on va les accompagner. Nous, pareil, on retrouve dans cette logique de minimiser les charges de fonctionnement, donner des éléments concrets pour que le maire sache que finalement, on ne l'a pas embarqué dans quelque chose qui va venir faire exploser son budget de fonctionnement. Mais finalement, on va être au rendez-vous sur toute la durée de vie du projet. Et donc, on va être là pour notamment accompagner la mairie sur la performance de ce qui avait été commandé par l'élu, sur la durée de vie de l'objet, du projet, j'allais dire l'objet, mais c'est un mauvais lapsus, du service, parce que c'est plutôt un service. Et on va le mesurer avec lui dans le temps. Et c'est là qu'en fait, on a tout notre rôle à jouer, parce que là, c'est une phase 1. Je pose, j'équipe, mais maintenant, demain, je construis des offres de services qui finalement
intègre sans doute pour la partie équipement nécessaire pour le mettre en place, mais c'est surtout la plus-value liée au service qu'on va construire ensemble. Donc, on ne s'arrête pas en fait à l'expé. On va aller accompagner la commune sur toute la durée de vie en fait du cas d'usage, que je vais le dire comme ça, qu'on a construit ensemble. Et c'est vrai que c'est là où il y a une vraie différence, je pense aussi, entre les boîtes privées, le B2B, où un service est vendu, on a un ROI qui est financier, purement financier. Oui. C'est mieux qu'avant, c'est moins bien qu'avant, on dépense moins. C'est facile, mais tu vois, tu l'as dit, l'évaluation de l'impact sur le cadre de vie. Et ça, typiquement, c'est toujours une grande question, mais l'évaluation de ça, c'est hyper compliqué, parce que c'est des enquêtes. Les enquêtes, c'est toujours biaisé, parce que si on a quelqu'un d'un peu énervé, tu vas avoir un truc où il va juste vider son sac et c'est pas ce qu'on cherche. Comment rendre, tu vois, factuelle cette partie-là? J'ai pas la réponse, parce que mais pour moi c'est hyper important, parce que c'est quand même une énorme spécificité de travailler avec des collectivités, c'est qu'il y a du ROI qui est pas difficilement calculable. Et c'est l'amélioration du quotidien, l'amélioration du cadre de vie, etc. Et ça, moi je trouve qu'il y a un trou, en tout cas, de méthodo, ou je sais pas, mais un trou où c'est difficile d'évaluer ça, et ça se fait toujours encore un peu au doigt mouillé, et je trouve qu'il manque quelque chose. Donc j'ai pas la réponse, mais je pense qu'on les construira par l'expérience. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on commence à faire. Ouais. Et il y a un volet, par contre, qui est peut-être sur la Smart City, sur le volet énergétique, où là, par contre, on peut mesurer. Parce que là, en fait, il y a une facture, il y a 1 euro en face du kilowattheure consommé ou non consommé. C'est presque le mais plus par simple. contre, si on parle de cadre de vie, de qualité de vie, il est clair qu'à date, on ne va pas mesurer. Aujourd'hui, à date, clairement, on ne mesure pas. Par contre, quand on propose à un maire de déployer, on va dire, des équipements associés à la Smart City, on les présente comme étant des outils, finalement, pour l'amélioration du cadre de vie. Si je parle d'éclairage public, ça va être de l'extinction par défaut, mettons à 22h le soir, et de l'allumage quand il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose, ça peut être aujourd'hui à 23h, demain à 2h du matin. Et évidemment, les incivilités, les dégradations, en fait, c'est pas quantifiable dans la période de la nuit. Et donc, du coup, finalement, je viens éteindre par défaut, dans le respect, déjà, des consommations. Mais là, je vais encore retrouver quelque chose d'autre. Je vais retrouver le respect de la biodiversité. Je vais trouver tous ces éléments-là. Mais par contre, je vais aussi favoriser, finalement, le bien-être de mon habitant, en venant redéclencher les choses, parce que j'ai une activité humaine, et donc cette activité humaine nécessite finalement que je réactive mon service. Et donc du coup, aujourd'hui à date, on n'est pas encore capable de le faire. Alors la collègue Anne Zeb y travaille, parce qu'on travaille notamment avec une université, la Chernos-Braise en fait, ou avec un universitaire qui est aussi le président du parc naturel régional du golfe du Morbihan, donc un monsieur qui est ultra sensibilisé à toutes ces problématiques. Et donc, du coup, on est bien dans cette logique de mesure, finalement, de la performance, de l'amélioration du cadre de vie. Mais aujourd'hui, à date, clairement, non, on n'est pas sur une ABAC de base claire et qui est toute simple, qu'on pourrait le trouver sur la partie kilowattheure évitée. Je pense qu'on l'aura jamais, de toute façon. Mais ça questionne quand même parce que quand on se questionnera là-dessus, ça veut dire qu'on sera sans doute en capacité du coup de mettre des valeurs en face et qu'on pourra intégrer dans le business model initial du projet. On avait vu, nous, des études aussi socio-économiques, environnementales, des avant-après, avec des valeurs un peu tutélaires sur justement le bruit, le niveau de trafic, sur des choses qui, pour le coup, sont quantifiables, mais dans lesquelles on ne peut pas mettre 1 euro en face, quoi. Mais je pense que ça, à un moment donné, on sera obligé d'y venir, pour essayer d'avoir quelque chose où ce sera aussi comparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas moyen de comparer entre un projet X et un projet Y, quel impact il a eu. Des gens qui vont être très contents, d'autres moins. Mais alors, ça ne veut pas dire que l'impact a été moins bon. Donc, c'est vrai que ce sujet-là, il est ça peut aider, important. comme on le dit tous les deux, c'est que ça peut quand même aussi aider, finalement, à intégrer si on le chiffre en euros à un moment donné, ça aussi, ça intègre finalement cette valeur dans la valeur globale du projet. Exactement. Et ça peut être aussi un outil d'aide à la décision. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est quoi les challenges de Morbihan Énergie sur l'innovation, si tu devais dire, qu'est-ce qui va t'empêcher de dormir dans les prochains mois, années?
On va pas t'empêcher de dormir. Non, c'est mal Non, je présenté, crois ça. pas, Non, non. tu vois, c'est mal présenté. Non, c'est ce qui donne le peps et Voilà, l'envie. c'est ça. Qu'est-ce qui va te donner envie de te lever le matin? Eh ben, c'est d'enrichir justement ces offres de services dont on a parlé tout à l'heure, parce que je pense que c'est ça notre travail. C'est vraiment faire en sorte de packager des offres qui répondent aux besoins et qui finalement vont enrichir nos champs de compétences, parce que clairement, ça va aussi enrichir nos champs de compétences. Et c'est, on va dire, d'une manière assez globale. Alors, c'est un peu une réponse peut-être un peu bateau, mais c'est, on va dire, le pilotage, la numérisation de nos métiers. Et finalement, tout à l'heure, ça fait le cercle par rapport au début de l'échange. C'est que on va retrouver cette notion de service aux citoyens. Et je pense qu'on sera fiers et on l'est déjà de savoir qu'une commune avec un nombre d'habitants relativement faible a accès à des services qui... en fait, sont plutôt réservés souvent à des territoires plus métropolitains. Donc, je pense que tous ces éléments-là, c'est ce qui donne l'envie. Et puis, le fait de travailler à cet accès, en fait, finalement, à ces nouveaux services qui ont un sens pour tous les territoires, quelle que soit leur taille. Et puis, finalement, de faire en sorte que ce soit accessible à tous. Et puis, c'est ce qui nous fait nous lever le matin et faire en sorte qu'on fait notre travail et notre métier avec envie. Super. Écoute, Didier, merci beaucoup. Merci aussi à toi, Jean-Baptiste. Très bonne discussion. Je suis ravi que tu aies accepté de venir aujourd'hui. Et puis écoute, je te souhaite une très bonne continuation pour continuer à avoir envie de te lever le matin. Merci, on va pas paraphraser Johnny, mais presque. Voilà, exactement, l'envie d'avoir envie. Exactement. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste. Avec plaisir.